Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Bruno Jeudi, Louis de Ragnel, Jeannette Bougrabe et Louis Haussalter. La participation des jeunes, vous aviez des chiffres là-dessus, Louis de Ragnel, sur ces estimations de participation des jeunes. Est-ce qu'ils vont se mobiliser ou pas? C'est plutôt une estimation de l'abstention. On peut le prendre dans les deux sens, mais globalement, les jeunes, c'est la catégorie de la population qui vote le moins. Et donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui des candidats essentiellement à gauche d'aller essayer de récupérer cet électorat jeune. Donc c'est essentiellement les 18-24 ans. Alors après ça dépend des instituts qui font ces tests et ces estimations. Mais à ce stade on est autour de 40% d'abstention chez les 18-24 ans. Donc c'est quand même considérable. Voilà. Mais on sait aussi par expérience et par le passé que ces jeunes-là se sentent souvent assez peu concernés par les sujets des élections. On l'a vu lors des dernières élections intermédiaires, c'était essentiellement les questions climatiques, la question de la condition animale. Ce sont des sujets qui sont globalement plutôt périphériques à la campagne, en tout cas cette campagne présidentielle que nous avons vécue. Jeannette Bougrabe. Moi, je pense qu'ils ont quand même quelques raisons de penser qu'il y a une forme de décrochage ou de désintérêt de la part des classes dirigeantes à leur endroit, parce qu'ils ont été les premiers à souffrir en réalité du confinement. On leur a suspendu les cours à l'université. On a vu ces grandes files d'attente devant les banques alimentaires pour pouvoir se nourrir. On voit bien à quel point, là, il y a les fins de Parcoursup, l'espèce... Ils ont été d'une certaine manière un peu les grands oubliés de ce quinquennat. Et sans reprendre certains arguments en réalité de candidats qu'il ne faut pas citer, la question des APL, c'est-à-dire quand il a fallu les premières mesures très symboliques auxquelles on a touché, c'est l'allocation logement étudiant. Alors les gens diront c'était pas grand-chose, c'était quelques euros, il n'empêche que ça a été des mesures très marquantes, et à tel point que la Fondation Abbé Pierre avait critiqué ouvertement cette mesure-là. C'est vrai que le vote jeune pendant ce quinquennat s'est effondré. Vous prenez les différentes élections, et vraiment, puisqu'on a atteint ce fameux chiffre de 84 ou 85% au régional, certes c'était une abstention assez générale, mais chez les jeunes, 84 à 85% des 18-24 ans qui ne votent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas à un moment. C'est-à-dire qu'il y a le désintérêt civique, il y a l'offre politique, il y a le débat politique, il y a évidemment le contenu des politiques publiques, mais il y a un problème. Donc il y a, en fait, tout au long de ce quinquennat, et j'allais dire même... Depuis 2012, il y a globalement un désintérêt pour le vote, il y a un désintérêt pour la politique, en particulier chez les jeunes, et ça s'est aggravé pendant ce mandat. Ce que je trouve, c'est que normalement, cette éducation citoyenne doit venir du sommet. C'est-à-dire qu'on attend des jeunes qui, sans avoir cette éducation, cette instruction, cette position, ils l'ont sur les questions environnementales. C'est-à-dire que vous voyez beaucoup de jeunes, Extinction Rébellion, moi ça me surprend de voir ces jeunes qui... mais en même temps, je le dis, c'est que on les a abandonnés. Voilà. D'une certaine manière, ils ont été les grands oubliés de ce quinquennat, donc je peux comprendre qu'ils se désintéressent. Peut-être parce qu'ils votent pas. En fait, il y a un calcul cynique dans la classe politique, aussi de se dire, puisque certaines classes d'âge bossent plus que d'autres, et notamment les retraités, et c'est évident vote après vote et dans les sondages encore une fois. La démocratie des seniors. Et ben voilà, c'est ça. Ça introduit un biais démocratique évident, c'est-à-dire que l'électorat auquel on s'adresse en priorité est celui qui va voter. Donc il y a un biais d'âge. Je pense qu'il y a aussi un biais sociologique de plus en plus, et on l'a vu, et c'est encore plus vrai maintenant pour les élections intermédiaires. C'est-à-dire que plus on descend dans l'échelle sociale, moins on trouve des gens qui vont aux urnes. Et en fait, tous ces biais qui sont introduits sont un grand malaise pour la démocratie, parce qu'ils introduisent un début de rétablissement du suffrage censitaire. Alors pas parce que l'État l'a décidé, mais parce que la population est clivée sur le fait même de décider d'aller voter ou pas. Donc la vie politique se restreint par rapport à la population totale. Ça ne concerne plus qu'une partie de la population qui est déterminée par des critères sociaux, par des critères d'âge, par des critères d'inclusion dans la vie civique ou pas, d'intégration, et par conséquent, ceux qui décident la politique qui se fera pour tout le monde ne sont qu'une petite partie du pays. Et voilà, donc on a vu clairement dans les élections intermédiaires des votes de retraités. Aux élections européennes de 2019, c'est un vote les gens qui vont voter, qui se sont plus mobilisés, sont des gens plus aisés et plus âgés. Voilà ce qui s'est passé, et ça se passe de manière croissante
scrutin après scrutin, et ça menace évidemment les fondamentaux de la démocratie. Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque un peu. Moi, j'entends, et on est tous un peu concernés aussi par le désintérêt de la vie politique, parce que on est déçus, quelle que soit la couleur politique de nos dirigeants, on est souvent déçus par notre classe politique. Moi, je suis le premier à dire que je trouve qu'elle a beaucoup chuté en niveau, en termes de capacité à conduire le pays, quelle que soit pareil la couleur politique. Mais ensuite, je trouve que, ça me choque un peu tous ces gens qui ne vont pas voter et ensuite qui sont les premiers à râler. Il y a un moment donné, il faut se prendre en main. En fait, le système tel qu'il est, c'est la démocratie. Et maintenant, il faut aller voter. Je trouve qu'on n'a pas tellement d'autres choix. Et puis, si on n'est pas content, eh bien, on peut se présenter aux élections. Je rejoins ce que dit Jeannette, qui connaît mieux ce sujet-là que moi, mais en tous les cas, il y a quand même une éducation au vote, à la politique minimum. Mais Bruno, avant qu'il y ait des cours d'éducation civique à l'école, les jeunes à 18 ans, il y a quelques années, le premier acte de la majorité, le rêve, c'était d'aller voter. Mais ça ne alors moi, peut-être que je suis différent des autres, mais moi, aller voter, j'étais choqué. Non, mais la carte électorale n'est pas on était content. Non, c'est qu'il y a une chose qui est très particulière, parce que comme moi je suis née avant 1974, c'est à dire aux auditeurs, en 73 pour tout vous dire, c'est que vous vous souvenez quand il y a eu la dissolution en fait de Jacques Chirac, beaucoup de jeunes n'étaient pas inscrits, donc on avait fait un effort avec l'inscription automatique sur la liste électorale pour les jeunes. Donc ça avait été une mesure pour essayer d'éviter que des jeunes se trouvent exclus du vote. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que autrefois, moi, il y avait chez mon père et ma mère, c'est-à-dire que le dimanche matin, on se levait tôt pour être les premiers au bureau de vote, etc. Il y avait une sacralisation. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans la société française, c'est cette absence de désacralisation du politique. Alors peut-être que c'est la présidence normale, j'en sais rien. Donc, mais en même temps, ça vient aussi, je pense, d'une certaine manière de la part de l'éducation nationale. Autrefois, l'instruction civique portait sur les questions du fonctionnement, de la citoyenneté, etc. Moi, ma fille, à l'école, elle apprend à trier les déchets. Oui, mais donc, du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une toute petite question aussi sur le matériel électoral et les professions de foi des candidats. Je ne sais pas si autour du plateau vous l'avez reçu. Personnellement, j'ai reçu. Moi, j'ai rien reçu. J'ai reçu aussi. Donc, c'est un vrai sujet. J'ai regardé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous avez raison, Laurence. J'ai regardé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup dans des départements, on se plaignait que la moitié seulement dans certaines enveloppes, il y avait que la moitié des candidats. Dans d'autres endroits, donc ça a l'air d'être un peu chaotique. C'est quand même quelque chose qui fonctionnait plutôt bien jusqu'à présent. C'est le ministère de l'Intérieur qui est chargé de c'est faire, centralisé au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a un marché. Il y a un marché. Enfin, tout ça est parce que c'est quand même une très très grosse. Cabinet de conseil. C'est une très très grosse opération. Et donc, oui, il semble qu'il y ait des... il y a des ratés. Non, mais à 3 jours du scrutin, ça pose quand même question. Bien pour ceux qui n'ont pas fait leur choix. On verra. C'est le dernier jour. Si on nous laisse royalement 24 heures. Il y a 12 candidats à l'élection présidentielle, effectivement, pour lire l'intégralité des programmes. Il va falloir avoir un peu de temps quand même. Est-ce que je peux juste faire un coup de gueule qui a strictement rien à voir? Allez-y, rien à voir. Vraiment rien à voir ou un tout petit peu à voir quand même? Un petit peu à voir. C'est que j'ai une pensée très, très particulière pour Boris Cyrulnik, avec lequel j'avais travaillé quand j'étais secrétaire d'État. Et sur le suicide des enfants, et qui avait travaillé effectivement gratuitement, parce que c'est quelqu'un qui est véritablement dévoué à l'intérêt général, à améliorer. Et préalable au plan 1000 jours. Et donc voilà. Et j'ai trouvé très, très ingrat, très injuste, et le traitement effectivement de donner à un cabinet de conseil de payer. Oui, on a appris après coup qu'un cabinet de conseil avait été saisi de la même question. De la même somme question. Plusieurs millions d'euros. Je crois que c'était un demi-million d'euros. Et que le même secrétariat d'État au ministère rechignait à rembourser même des repas qui étaient faits par des spécialistes qui l'invitaient pour pouvoir travailler. Et on sait à quel point, parce qu'on parle de la jeunesse, du mal-être de la jeunesse, et c'est tous les travaux de Boris Cyrulnik qu'en réalité ces carences affectives qui fragilisent souvent les enfants et les plus jeunes commencent en fait dès les premiers mois. Et donc je trouvais que c'était l'espèce
d'ingratitude et donc voilà. Donc vous avez raison, c'était le coup de gueule, je le partage absolument sur la question de l'enfance. Bruno Jeudi, est-ce qu'on aura des surprises dimanche? J'adore poser cette question, surtout que vous ne pouvez absolument rien nous dire. Hélas, pour les sondeurs, il y en a toujours. Parfois, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en aura forcément parce qu'on est quand même pour l'instant sur un niveau d'abstention qui peut varier. Donc du coup, s'il varie mettons de 2 points ou 3 points, forcément, ça peut réduire les écarts entre les candidats. Ça peut aussi remonter certains candidats, voire d'autres s'effondrer. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que, vous savez, vous avez donc les derniers sondages seront publiés vendredi. Donc ensuite, il y a encore le samedi, il y a encore le dimanche. Louis, il n'y aura pas de sondage le samedi. Bien sûr, c'est interdit de les publier en France. Louis le disait tout à l'heure, beaucoup de Français se déterminent dans les 72 dernières heures. Donc vous avez 2 jours où vous n'avez pas de sondage. Donc il y aura une évolution forcément, et on voit bien qu'actuellement, il y a des candidats qui connaissent des dynamiques fortes et qui sont en train de progresser. Il y en a d'autres qui connaissent des dynamiques, mais dans l'autre sens, qui sont en train de régresser. Et ça, forcément, il y a un moment, ça va continuer, ça peut s'arrêter pour eux, pour ceux qui baissent, ça peut aussi continuer pour ceux qui montent, et donc du coup il y a une part de dynamique qu'on mesure. Mais vous croyez à la théorie des votes cachés, le vote caché pour un tel, le vote caché pour une telle? Je n'y crois pas, comme l'a dit. Longtemps les sondeurs ont eu du mal à sonder le Front National, on va parler comme ça de l'ancien parti, et c'est vrai qu'il y a eu le fameux bug de 2002 avec Jean-Marie Le Pen qui est à la surprise générale 2e, mais c'est vrai que les sondages de la veille et de l'avant-veille qui n'étaient pas publiés montraient une progression de Jean-Marie Le Pen. Elle n'a pas été prise en compte dans les médias parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus de papier, les temps de parole, les machins, et donc et globalement, il y avait aussi un peu de cécité chez les journalistes politiques de l'époque. Je me mets dedans. Donc depuis, j'ai réfléchi à cette affaire-là. Ça m'a beaucoup troublé. Et par exemple, sur l'affaire du vote caché cette fois-ci, puisque on se pose la question pour quelques candidats, je trouve que en fait, le vote est devenu identitaire souvent. Donc on n'est plus dans la même situation et on brandit ce vote. Donc je ne crois pas trop au vote caché pour ce candidat. Cette élection-là. Jeannette Beaugrave. Juste pour dire, mais moi j'ai été frappée de voir, si on s'en parlait de vote, c'est l'affaire de ce jeune garçon qui est mort écrasé par un tramway fuyant en fait après avoir été agressé. Est-ce que c'est sans parler comme il n'y aura pas les sondages et qu'on a vu le témoignage de sa maman, est-ce que ça peut pas influencer en réalité? Là pour le coup c'est quand même pris en compte. En tous les cas cette affaire elle a été exposée aux Français qui sont interrogés dans les sondages. Si ça provoquait une colère qui pourrait entraîner une modification de leur vote, on aurait commencé à le voir puisque maintenant l'affaire a été relancée parce qu'en fait c'est une mort qui date du mois de février, elle a été relancée mardi, et donc là maintenant on a 3 jours de recul, donc on pourrait commencer à le mesurer déjà dans les sondages. Il y avait un effet Jean-Marie Cohen, et on ne le mesure pas ce soir. D'accord. Donc, affaire à suivre, Louis Salter. Moi, je ne crois pas non plus au vote caché. En revanche, le problème, c'est l'abstention cachée maintenant. C'est-à-dire débusquer des gens qui disent qu'ils vont voter, qui en fait n'iront pas, ou inversement. Et ça dépend de caractéristiques aussi bateaux que la météo du jour, l'agenda des gens. Il va faire beau dimanche. Est-ce qu'on va au barbecue, est-ce qu'on va ailleurs? Voilà, ça dépend. Il y a un dernier avertissement que je voulais donner. Allez, arrête, Bruno, allez-y. Il y a un dernier avertissement que je voulais donner, c'est que dans tous les sondages, si vous prenez les sondages de l'IFOP, et donc il faut finir là-dessus, la marge d'erreur est entre 1,4 et 3,1. Ça veut dire quoi? Énorme. Ça veut dire vous regardez le score du premier ou du deuxième dans ce sondage et vous le faites varier. Et donc il faut aussi éduquer les Français qui adorent la politique à et mieux lire les sondages. C'est une mention légale. C'est une mention légale que nous devons indiquer lorsque nous publions le sondage. Et nous l'avons fait sur Europe 1. Merci à tous les 4. Bonne soirée à vous sur Europe 1. Dans un instant, Mouloud Achour pour Verven Underground. Bonne soirée sur notre antenne. Europe 1, 18h, 20h. Punchline. Laurence Ferrari.